Alors, mesdames et messieurs, bonjour. C'est, j'allais dire, avec un peu de regret, puisque c'est la dernière conférence de ce premier cycle. Et quand on pense qu'il nous a fallu une année de travail pour monter ce premier cycle, c'est avec beaucoup de satisfaction de vous voir aujourd'hui encore si nombreux, un mercredi après-midi. C'est pas un jour toujours évident, le mercredi après-midi. Donc l'année prochaine, on le fera le mardi. Ceci est dit. Je voudrais remercier dans l'assistance plusieurs personnes qui sont là présentes, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je commencerai par Jean-Louis Audier, qui s'occupait de l'Observatoire et avec qui nous avons fait beaucoup de projets pour les scolaires, et qui avait une association qui s'appelait Parsec. Voilà, il a beaucoup fait pour l'Observatoire de Nice. Et je suis content que tu sois parmi nous, mon cher Jean-Louis. Monsieur John Dolan, de l'Observatoire océanographique de Villefranche. Madame Joëlle de Failly, je l'ai bien dit, ça va, je ne me suis pas trompé, qui depuis des années, elle est à la retraite, elle nous tient la bibliothèque du muséum d'une manière incroyable, et donc on est en train de travailler. Ça fait partie des lieux secrets de notre muséum, puisqu'il y a plus de 60 000 ouvrages, enfin il y a même 2 bibliothèques, hein. Et donc voilà, et puis vous tous ici présents, et puis aujourd'hui particulièrement, je voudrais remercier Emmanuelle Figuera, la directrice de l'artistique, qui nous accueille pour ces cycles de conférences. Notre ami Gandioli Jean-Félix, le président des Amis du Muséum. Bien évidemment, notre ami, il n'y a que des amis, vous voyez. Notre ami Monsieur Roussel, avec qui nous travaillons main dans la main depuis des années. Et en fait, on avait fait il y a une dizaine d'années la restauration, vous le savez, du musée Terra Mata. Et aujourd'hui, je m'attaque à une deuxième restauration, c'est le Muséum d'histoire naturelle. Alors, je vous assure que c'est pas un challenge facile, mais c'est un challenge qui nous plaît et que nous relevons petit à petit. Je pense qu'on avait, il y a un an, on avait annoncé un projet, et un an après, on le met en route avec beaucoup d'enthousiasme. Et je dois dire que sans les amis du muséum et sans notre nouveau directeur Olivier Gerrier et son équipe qui est ici, que ce soit Paul, que ce soit ton assistante qui est là, je l'ai vu tout à l'heure, ils sont là, voilà. Je voudrais les remercier, toute l'équipe du muséum, les bénévoles et les actifs, Joël aussi, puis les nouvelles qui vont arriver bientôt, Julie, Borges aussi. Voilà, donc c'est un projet que chaque conférence, je vous explique un petit peu le travail qu'on est en train de faire autour du muséum. Donc le prochain cycle, l'année prochaine, on va se rapprocher de l'année des océans, puisque vous savez que 2025, c'est l'année des océans. Et le muséum a été le premier à proposer des cycles de conférences se rapprochant de cette thématique. L'année prochaine, c'est les naturalistes sur le littoral azuréen. On retrouvera bien évidemment le muséum, forcément, le centre scientifique de Monaco, avec M. Denis Allemand, qui est aussi un fervent défenseur de notre muséum et quelqu'un de grande valeur avec son équipe. Il y aura le laboratoire océanographique de Villefranche, dont son ambassadeur premier, il est avec nous, c'est John. L'IMEV, l'Institut de la mer de Villefranche, c'est 2 instituts qui travaillent ensemble et qui font un travail remarquable. Et on a décidé aussi d'associer la Villa Thuré, puisqu'il y a eu aussi un travail sur cette Villa Thuré sur le monde marin. Donc ça sera le cycle de l'année prochaine avec, bien évidemment, un ouvrage qui sera consacré aux naturalistes sur le littoral pour préparer l'année de l'ONU 2025. Et puis en 2025, ça sera les naturalistes et la mer, avec des recherches incroyables. On s'est aperçu en relisant, j'ai retrouvé Risso qui a fait une étude sur les rougets de Méditerranée en 1825. Donc 2 siècles après, au moment où on fait l'ONU 2025, vous voyez, on n'avait pas attendu l'ONU pour faire des recherches sur notre Méditerranée et sur les océans. Alors je vais, aujourd'hui, c'est un jour particulier, puisqu'en amont de la conférence, on va vous présenter la série de la collection Nissa Scientifica. Il y en a pour une petite dizaine de minutes. Vous présenter les ouvrages que nous venons de sortir, qui seront en la vente à la sortie. Donc vous avez le livret sur le muséum, le livret sur Terra Mata et sur Cimier. Et donc vous allez avoir une petite explication pourquoi on a fait ces outils, quels sont l'intérêt de ces outils. Et aujourd'hui, eh bien, il y aura une édition pour le grand public et une édition pour les scolaires, gratuite pour les scolaires. Voilà.
Et je vais passer donc la parole à Jean-Félix Gandioli, qui, au nom des amis du muséum, voulait dire quelques mots. Je te passe la parole, Jean-Félix. Merci à vous tous. Voilà, je sais pas si je vais... Jean-Félix a fait une très belle conférence. Hein. Je ne sais pas si je vais y arriver. Quoi. Non, en 2 mots, très brièvement, c'est l'anniversaire, enfin c'est bientôt l'anniversaire, 27 ans. 27 ans de l'association, donc c'est pas moi qui ai 27 ans, mais c'est l'association. Et donc vous savez comment c'est les anniversaires, eh bien il y a le gâteau avec 27 bougies, puis il y a les cadeaux, quoi. Et donc parmi les cadeaux, on en a reçu, c'est-à-dire l'association et puis le muséum, on a reçu des cadeaux un peu à l'avance. Par exemple, depuis le mois d'août, on a un directeur, on est content. Oui, si, je vous assure. Pendant 8 ans, il n'y avait pas de direction. Écoutez, on dit quelquefois les fonctionnaires, mais ils travaillent très bien. En fait, pendant 8 ans, il n'y avait pas de direction, mais ils ont très bien travaillé. Ils ont organisé des manifestations, ils ont publié, ils ont entretenu sans que personne. Et puis, maintenant, on a un directeur, on est très content. Et on le doit à Olivier Gerrier, quand même, qui a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit directeur. C'est pas venu tout seul. Et donc, merci Olivier pour le muséum et pour les associations. Et puis il y a eu d'autres cadeaux, par exemple, je pense à une directrice, puisqu'on a un directeur et une directrice, et la directrice des musées que nous avons rencontrée il y a 1 an, et comment dire que nous avons conquis, parce qu'on avait presque organisé pour elle, c'est pas juste, mais une manifestation un peu, voilà, qui l'a convertie au musée. Nous étions au Palais de l'Agriculture il y a 1 an, et voilà, il y avait avec Nice Historique, et puis Monsieur Giom qui était avec nous, et Madame la directrice, donc Hélène Jacquard, était vraiment conquis. Elle pense que que le musée devait être considéré, et on bénéficie de sa collaboration efficace depuis 1 an. Et puis il y a aussi notre directrice, la DGA. Alors c'est pas terrible. Non, c'est la directrice générale de l'action culturelle qui est très très bien aussi, qui est Paul-Hélène Jacquard. Enfin, on a une équipe très très bien. C'est des cadeaux là pour le musée et pour l'association. Et puis vous savez comment c'est dans les anniversaires. Il y a le gâteau d'anniversaire avec les bougies, les cadeaux des amis qui sont venus. Et puis les parents, là, ils font quand même pour l'anniversaire un gros cadeau, quoi. Hein. Et donc on a eu un très très gros cadeau. On n'y croyait pas au début parce qu'en 27 ans, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts du Paillon. 27 ans. Mais oui, si. Mais on n'y croyait pas trop. Hein. Et puis maintenant, depuis 1 an, on se rend compte que les choses bougent beaucoup. Hein. Effectivement, c'est un très très beau cadeau que nous avons pour l'association et pour le musée. Il est très agité, hein, presque il nous épuise par moments parce qu'il n'arrête pas de faire des cycles de conférences, des publications, Nice Matin, etc. Et c'est terrible. Il a une grande qualité, je dois dire, honnêtement, vraiment. Et, il est très honnête. Il a su nous mettre en confiance. Et donc faire bouger l'équipe, et tout le monde pousse dans le même sens, et ça bouge très très bien, voilà. Et je crois que c'est un vrai Niçois, voilà. Merci Jean-Marc Giom et bravo. Alors je suis désormais un gros cadeau. Alors 2 mots, je voudrais associer ma collaboratrice Nadine Bovis qui m'aide beaucoup dans mes travaux, et puis Monsieur Billy aussi du cercle des naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes. Je crois que c'est l'association créée en 1911, hein, donc très ancienne association. Vous savez, ce muséum, il est une synthèse de l'histoire de Nice. Et c'est un lieu magique. Et quelques années avant d'être élu, j'avais fait un ouvrage avec Gaston Fredge, qui était alors professeur de biologie marine à l'université. Je lui avais dit à Gaston, tu veux pas faire un livre sur le muséum avec Michel Ménardi, qui était bibliothécaire en fac de sciences? Il m'a dit, Jean-Marc, on va le faire. Et il est sorti quelques mois avant 2008, avant les élections. L'ouvrage s'appelle L'Ange et l'Orchidée. Et dedans, on disait, il faut vraiment faire quelque chose pour le muséum. Alors vous voyez, 15 ans après, se retrouver à travailler sur ce lieu qui est un lieu magique, je dois dire que j'ai une vraie chance. C'est vous êtes tous mon petit cadeau de Noël. Et je pense qu'on est en train de faire un projet qui a surpris beaucoup de Niçois parce qu'on ne pensait pas qu'on allait arriver... vu le lieu, vu toutes les recherches, il a suffi très modestement de réallumer un peu les braises dans la cheminée et ça prend de l'ampleur. Donc vraiment, je vous remercie. Et je vous inviterai à d'autres cycles de conférences. Au passage, on vous a donné 2 dépliants parce que
notre ami Roussel, maintenant, il fait comme moi, il distribue les futurs cycles de conférences. Donc, vous avez le cycle de conférences du musée d'archéologie de Cimiez et le cycle de conférences du musée de Terra Mata, donc 2 cycles de conférences. Enfin, vraiment, sur l'année 2024, vous avez quasiment 3 conférences par semaine. Hein. Si on dit qu'à Nice, il ne se fait rien pour la culture, c'est en niçois, on dirait ils ont de la poutine dans les yeux. Vous voyez, je l'ai fait moitié en français, moitié en niçois. Mais c'est quand même une richesse considérable. Donc voilà. Je vais essayer de compléter ce qui a déjà été dit. En apportant des arguments et surtout en évoquant des disciplines qui n'ont pas été vues. Donc on a vu, hein, pour mémoire, alors je vais essayer de ne pas oublier, mais concernant spécifiquement l'école naturaliste niçoise, les travaux de Barla et Fossa avec les aquarelles, etc., sur le monde marin notamment, la conférence de John avec les aspects d'océanographie, la botanique, l'entomologie, la géologie, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de disciplines, mais vous allez voir qu'au muséum, il y a encore, malgré tous ces aspects qu'on a évoqués jusqu'à présent, eh bien, il reste encore beaucoup de choses. Et on va commencer. Alors, je vous propose un petit voyage dans le temps. Déjà, rapidement, pour ceux qui ont eu la chance de voir au moins en partie cette exposition telle qu'elle était avant les années 90 en partie. Donc voilà, moi malheureusement j'ai pas connu ça, donc je le connais qu'au travers des quelques images qu'on possède aujourd'hui en archive dans le muséum. Donc ce lieu-là, le lieu en elle-même, la boîte existe toujours, mais il ne contient plus exactement les choses de la même manière. Donc aujourd'hui, à cet endroit-là, il y a le bureau de Laetitia qui est dans la pièce là, et qui travaille sur les collections de champignons, et puis il y a aussi une partie des oiseaux, de l'entomologie, etc. Donc voilà, c'est des lieux qu'on connaît, que je vois très bien exactement où ça se trouve. Et donc cette photo a été prise dans les années 30, mais avant ça, évidemment, donc j'ai fait quelques rappels pour vous dire que, ben voilà, pour fixer un peu les choses, hein, donc le musée a été créé il y a près de 180 ans, hein, donc en 1846. Donc c'est bien Jean-Baptiste Vérani qui l'a créé. Donc il a commencé à faire de l'histoire naturelle, à collecter des animaux dans les années 1820, donc a priori plutôt en 22. Et puis voilà, c'est voilà, vraiment en 1828 qu'il commence à constituer officiellement un cabinet de curiosité, et cette collection est conservée longtemps pour son propre usage, et certainement il parlait avec des gens qui étaient intéressés par ces collections-là, mais il a réussi à donner cette collection à la ville de Nice et en rester conservateur à partir de 1846. Donc c'est à ce moment-là que le Muséum d'histoire naturelle existe, quand la ville fait acquisition des collections de Jean-Baptiste Vérani, qui donc constitue le fond de la collection. Ensuite, les collections est déménagées dans les locaux de Jean-Baptiste Barla, donc est louée. Donc il y a un espace dans les locaux de Jean-Baptiste Barla, et notamment la pièce qui est en photo là, qui est louée pour abriter les collections de Vérani. Et puis à la mort de Barla en 1896, celui-ci lègue ses collections, le bâtiment et sa bibliothèque à la ville, et donc ça fait un tout définitif qui constitue le muséum tel qu'il est aujourd'hui, avec des petits aménagements supplémentaires au fil des années, mais on va dire le fond du propos était déjà présent en 1896. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'1 million de spécimens. Donc voilà, pour clarifier un peu les choses, on entend souvent parler, on dit souvent 1 million de spécimens pour le muséum, mais en fait, ça dépend comment on compte. Donc si on compte, on va dire plus sérieusement, de manière plus académique, ça représente 650 000 lots, ce qui est déjà pas négligeable. Il y a déjà de quoi s'occuper avec ça. Avec voilà, des choses assez équilibrées en zoologie, botanique, géologie, et puis bon, à côté de la botanique, j'ai mis aussi la mycologie, hein, la science des champignons, on va en parler. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, tout ça associé à un centre de documentation très très riche. Donc voilà, de l'ordre de, voilà, on a à la fois une photothèque, hein, des documents photographiques, des lithographies en très grand nombre, là, plus de 20 000 documents lithographiques et d'art graphique, hein, les aquarelles, on va en parler, et puis des ouvrages et des tirs à part en grand nombre qui nécessitent une attention particulière. Donc voilà, je vais vous présenter tout au long, je vous ai présenté ça sous forme d'une frise. Tout au long de ma présentation, je vais ponctuer ma présentation de cette petite frise pour avoir un peu des repères. Donc là, de ce que je viens de dire, on retrouve les repères, hein,
Vérani qui constitue son cabinet de curiosité en 1822, et puis l'installation dans les bureaux, dans les locaux de Barla au boulevard Risso. Enfin, l'accès ne se faisait pas par Risso, mais voilà, sur le lieu actuel, et puis le legs des collections en 1896. Donc tout ça s'est passé au XIXe siècle. Et voilà, au cours du temps, il y a différentes personnes qui ont interagi avec le muséum, avec ses collections et avec l'environnement naturel niçois. Donc là, je vous ai mis quelques noms qu'on a pu évoquer dans les conférences précédentes, avec le premier, on va dire, vrai personnage niçois qui a constitué des choses et qu'on conserve encore aujourd'hui au muséum, donc l'herbier qui est dû à Augustin Balmossière-Chartroux, qui était donc pharmacien entre autres choses, et qui a constitué le premier herbier du muséum de Nice, et qui, l'herbier lui-même, est daté de 1789, donc avant le 19e siècle. Donc le premier objet qui constitue les collections du muséum de Nice, qui a fini dans les collections du Muséum de Nice, c'est un objet du XVIIIe qu'on doit à Augustin Balmossière-Chartroux, qui lui-même a formé Antoine Risso, qui à son tour est devenu aussi pharmacien et commençait à s'intéresser à ça. Donc voilà la naissance de l'école naturaliste niçoise, et beaucoup plus attaché à l'existence du muséum, Jean-Baptiste Vérani et Barla, comme je viens de l'évoquer jusqu'à présent. Donc, si on se centre un petit peu sur Jean-Baptiste Vérani, voilà une des rares images qu'on a de l'homme. Il a fait beaucoup de choses au muséum, mais pas que. Donc, comme je vous disais, il a commencé à faire de l'histoire naturelle dans les années 1820. Et il a commencé à faire de l'histoire naturelle en guidant Franco Andrea Bonelli, qui était un zoologiste turinois. Il l'a guidé dans le département des Alpes-Maritimes parce qu'il connaissait très bien, Vérani était tout jeune, et il connaissait très bien, et il a fait une partie de ses études à Turin. Et donc il a dû, j'imagine, rencontrer Bonelli là-bas. Et donc Bonelli est venu en visite ici, et donc ils ont certainement fait comme ce qu'on appelle nous aujourd'hui des missions dans le terrain, sur le terrain ici dans les Alpes-Maritimes, et découvert des choses. Donc Franco Andrea Bonelli était entre autres spécialiste des oiseaux. Ben, voilà, ça a dû titiller un petit peu Vérani, et donc il a commencé à faire sa collection autour des oiseaux, et on retrouve dans nos collections un certain nombre d'oiseaux que Vérani a constitué. Et du coup, au moment où Vérani a donné sa collection à la ville, il y avait 1600 oiseaux. Donc c'est déjà assez considérable à l'époque, et il avait fait aussi la promesse d'augmenter cette collection tout au long de sa vie en tant que directeur de l'établissement. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et parmi ces oiseaux, on voit son intérêt pour les oiseaux aussi dans une publication qu'il a fait, et un document qui nous est parvenu, dont la ville de Nice a fait l'acquisition, et donc qui aujourd'hui conserve dans ses collections cette aquarelle originale. Donc c'est vraiment une aquarelle, hein, c'est vraiment un dessin qui a été dessiné, peint par Vérani, et on voit des oiseaux. Donc il y a deux aspects, l'aspect esthétique évidemment qui est hyper intéressant, et puis si on regarde, on a des informations écrites, donc on se rend compte que c'est une espèce qui porte un certain nom, qui s'appelle Emberiza selisi, et si on regarde bien, juste après selisi, voilà, il y a marqué Vérani, et donc c'est une espèce que Vérani a décrite. Malheureusement, en fait, cette espèce avait déjà été décrite par un naturaliste prusse, Pallas, qui a décrit cette espèce, Emberiza aurea, qui c'est un bruant, hein, si vous avez déjà peut-être entendu le nom de ces oiseaux-là. Et donc c'est un bruant qui vient vraiment de l'Europe de l'Est, vraiment plutôt en Russie, etc. Et donc il y a certainement quelques individus qui se sont retrouvés à Nice à une période donnée, par des migrations, des hivernages, etc. Ça arrive de temps en temps. Et donc Vérani avait observé ces oiseaux, et ils avaient trouvé assez intéressant pour dire je ne connais pas, je ne trouve pas dans les ouvrages que je possède, et en décrire une nouvelle espèce. Donc voilà, Vérani a donc fait cette aquarelle, l'a représentée, mais il a été plus loin que ça. On a même d'ailleurs tous les dessins préparatoires, il a fait donc une publication de description de cette espèce où il fait apparaître les oiseaux qu'il a dessinés auparavant en aquarelle, et donc on reconnaît certains des individus qui sont présents sur cette lithographie qui ont comme origine, comme modèle, les aquarelles. Mais Vérani ne s'est pas arrêté au monde niçois. Il a eu la chance de partir entre 1836 et 1838 à bord d'un vaisseau sarde
de la marine, voilà, et il est parti en Amérique méridionale, comme on disait à l'époque. Donc je vous ai retrouvé une carte un peu de l'époque, hein, c'est pas la carte de Véranie, mais c'est une carte de l'époque de Véranie. On voit très bien, c'est indiqué, carte de l'Amérique méridionale. Donc d'ailleurs, moi, ça me fait toujours, c'est toujours intéressant quand je consulte les collections, et notamment les collections d'oiseaux et de coquillages. On trouve régulièrement des oiseaux et coquillages de Nouvelle-Hollande. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, c'est l'Australie. À un moment donné, on appelait ça la Nouvelle-Hollande, et donc nous, on a des spécimens qui portent des étiquettes Nouvelle-Hollande. Mais pour revenir à l'Amérique méridionale, on a aussi des documents, donc on a fait l'acquisition aussi de ces documents-là, qui étaient restés longtemps dans la famille de Véranie, un petit cahier qui comportait des dessins, et quand on regarde bien ces dessins, c'est des dessins qui représentent la côte et le détroit de Gibraltar dans les années en question de 1836. Donc le personnel du musée, là, mes prédécesseurs, quand ils ont vu ces documents, ils se sont dit « Ah, ben là, on a peut-être un document qui contient le récit du voyage de Véranie. » Malheureusement, ce carnet ne contient que ça, que les dessins qui représentent le détroit de Gibraltar, le rocher de Gibraltar, etc. Et on n'a rien. Donc on doit encore poursuivre et chercher et trouver des choses, peut-être à Turin, peut-être à Gênes, parce que voilà, c'était lié, Véranie était lié à ces deux villes par rapport à ses voyages. Et donc il y a peut-être encore des choses à trouver dans les archives. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même d'autres preuves de son voyage, et notamment des publications. Donc ici, Véranie, donc vous savez, hein, on en a parlé avec John Dolan notamment, des travaux sur les céphalopodes. Et donc là, on voit un petit travail, un mémoire sur 2 espèces nouvelles que Véranie a décrites, qu'il a collectées, au moins une d'entre elles, au milieu de l'océan. Donc on a des latitudes, longitudes de ce spécimen, et donc on sait que Véranie est parti et a traversé l'océan Atlantique, et il a même collecté des calmars et décrit des nouvelles espèces, dont une, celle-ci, l'Oligopsis bonplandi, qu'il a dédiée à Aimé Bonpland, qui était quelqu'un qui est un naturaliste botaniste assez connu, qui est parti avec Alexander von Humboldt en Amérique du Sud. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a inspiré aussi Véranie dans ses travaux, et donc il lui a dédié cette espèce. Et puis, comme je vous disais, il a travaillé sur les oiseaux, et on voit, donc là on voit peut-être pas bien, mais ici, là, sur les étiquettes, je vous en ai mis une sur la diapo suivante, on voit anas, qui veut dire canard, hein, c'est le nom scientifique commun pour les canards quand on ne savait pas trop ce que c'était au XIXe siècle. Et puis en dessous, il y a Amérique méridionale. Donc ici, c'est pareil, c'est une deuxième espèce, on a plusieurs canards. Donc là, je vous ai mis des canards parce que j'ai travaillé récemment à l'inventaire de ces espèces-là, et je suis tombé sur ces spécimens qui apportaient ces informations. Donc ça, ce sont 2 espèces, effectivement, elles viennent d'Amérique du Sud, mais elles ne sont pas très bien déterminées. Donc derrière, moi, je fais un travail aussi de détermination de ces spécimens, et on se retrouve, voilà, un autre individu, hein, donc ici, un autre, vous voyez, anas, et puis il y a également appelé, noté Amérique méridionale. Et puis, si on regarde au pied de ce spécimen, vous voyez, il y a des petits trucs qui dépassent là, et puis si on zoome ici, on a des étiquettes historiques, et puis on a un petit numéro. Donc vous voyez, c'est un jeu de patience. Hein. Quand on a un numéro comme ça, ce numéro-là, que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à lire, et qui, moi, des fois, je me casse la tête pour arriver à lire ce numéro, qui, des fois, comporte un petit coup de peinture, parce que quelqu'un a eu la bonne idée de reprendre le socle et puis donner un petit coup de peinture sur l'étiquette. Donc il faut gratter tout doucement la peinture sans enlever ce qui est inscrit dessous. Et donc on arrive à lire le numéro, et donc on retrouve dans le catalogue de Véranie, et puis vous voyez ici il y a des numéros sur le côté, sur la première colonne, et donc chaque numéro correspond à un spécimen, et des fois il y a des renseignements complémentaires. Donc c'est assez succinct, mais on voit des fois achat, donation, etc., la provenance, la date. Donc il y a quelques informations qui sont intéressantes. Et puis là, c'est extrêmement rare, mais là, sur ces spécimens, sur certains de ces spécimens, on voit cette étiquette-là. Donc là, il faut aussi essayer d'arriver à lire. Et donc, je vous ai mis la traduction. En fait, donc ici, il y a marqué Buenos Aires, et puis mars 13, donc c'est le 13 mars 1837, c'est un mâle qui avait des iris blancs jaunâtres. Donc voilà, il faut arriver à trouver ces choses-là, et donc avec ces informations, un mâle avec des iris blancs jaunâtres, et puis des bons guides naturalistes actuels, eh bien on arrive à trouver le nom même de la sous-espèce
de ce petit canard qui a traversé l'espace et le temps, hein, comme on dit, hein, parce qu'il a traversé les continents et puis il est arrivé à nous. Hein, vous imaginez, il a plus de 150 ans, largement plus de 150 ans, et bon, il paraît ce qu'il est, mais voilà. Donc après, la petite anecdote aussi, alors je ne vous ai pas mis de diapo pour ne pas faire trop long, mais vous voyez ici, il y a un œil, et on reconnaît les spécimens de Véranie, surtout ceux qui viennent d'Amérique du Sud, parce qu'ils n'ont qu'un seul œil en verre. De l'autre côté, il n'y a pas d'œil en verre. C'est un peu l'économie, et puis peut-être que sur le terrain, il avait qu'un stock limité d'yeux en verre. Donc c'est des petits détails qui aident aussi à reconnaître les spécimens quand ils ont perdu leur étiquette. Une autre petite preuve, c'est des fossiles qui ont été trouvés. Donc il y a eu un petit travail fait, notamment avec Bertrand Roussel, concernant des restes fossiles qui sont dans les collections du muséum, concernant principalement un éléphant antique, si on est simple, mais dans le même tiroir était étiqueté éléphant antique des os bizarres. Et donc quand on a regardé, hein, c'est Patricia Valenzi là, qui a regardé, qui a expertisé ces os. Et donc vous voyez, c'est des os, là c'est 5 cm, donc ces os qui sont assez longs, hein, ça fait une quarantaine de centimètres. Donc il y a 2 os, hein, donc là c'est 2 vues de chaque os. Et en fait, c'est des os de paresseux géants, donc cet animal qui faisait plusieurs mètres de haut. Et donc, ils ont été trouvés dans les réserves mal étiquetées. Et en fait, ce paresseux géant, a priori, les connaissances actuelles montrent que c'est un animal qui n'existait qu'en Amérique du Sud. Et donc, c'est une preuve possible que ces objets sont des objets qui sont issus des collectes de Véranie. Et j'ai aussi gardé aussi à l'esprit que 1836, 37, etc., c'est à quelques années à peine du voyage de Charles Darwin, aussi dans son tour du monde avec le Beagle. Et donc, il faut imaginer que Véranie est parti en Amérique du Sud de manière assez contemporaine à Charles Darwin, et qui lui aussi a rencontré un paresseux dans ses pérégrinations. Donc, bon, voilà, Véranie, on peut dire que c'est quand même un peu notre Darwin local. Une fois ceci dit, passons à Barla, qui a pris un peu le relais, on va dire. Hein, donc ils se sont côtoyés hein, avec Véranie, hein, ils ont travaillé longuement ensemble. Hein, et donc Barla a vécu une vie relativement longue pour l'époque quand même, avec ce petit portrait qu'on conserve aussi au muséum. Hein, donc c'est un original, c'est un fusain hein, qui est vraiment très bien fait. On dirait une photo, mais quand on regarde de près, on se rend compte que c'est un fusain. Et donc on a l'original qui nous a été donné par sa famille au courant du XXe siècle. Et donc John avait évoqué dans sa conférence une vie familiale pas très heureuse pour Barla, malheureusement. Il a perdu sa femme assez jeune, et puis il a perdu son unique fille aussi. Et il y a quelques années, c'était assez émouvant, il y a des descendants de Barla qui existent encore, donc la famille Boglione, et donc qui sont venus au musée, qui avaient encore quelques éléments qui appartenaient à la famille, et ils ont décidé de la donner au muséum, dont ce portrait. Ah, malheureusement, ça ne s'affiche pas, c'est désolé. Ah, c'est dommage. Il y a eu un petit problème informatique, donc on a un portrait. Bon, j'essaierai de le mettre sur Internet, comme ça vous serez obligé, si vous voulez voir le portrait de Philippine Barla, la fille de Barla. Donc on a une petite huile, donc c'était assez émouvant, comme je disais. Donc le descendant de Barla a amené cette petite huile, donc c'est un petit document qui est dans un petit cercle là, qui fait une vingtaine de centimètres de haut. Ah, c'est embêtant si on perd aussi l'image. Voilà. Ah, ben voilà, on a récupéré Philippine. Ouais, super, merci la régie. Voilà, donc on a, voilà, vous voyez ici ce document, donc la fille de Barla qui a vécu que quelques années, et donc, comme le disait John, après la mort de ses proches, Barla s'est consacré rapidement à l'histoire naturelle et s'est concentré sur l'histoire naturelle. Hein, on a perdu l'image ? Non, je ne sais pas. Hop. Ah, j'ai perdu l'image aussi. Voilà, on est revenu. Donc, Barla a du coup travaillé dans un premier temps, entre autres choses, sur les champignons. Donc, on le voit ici, 1800... Ah, non, je me trompe de bouton. Hop. 1859. Donc, quand même quelques années, ça faisait quelques années qu'il avait accumulé des connaissances, et donc il a fait un ouvrage sur les champignons de Nice. Il a fait plusieurs ouvrages sur les champignons, celui-ci en est un, avec des lithographies qui sont assez belles, assez jolies, et voilà. Et ces lithographies, tout ce travail sur les champignons, il l'appuie sur des collections qu'il a constituées. Donc là, une autre vue historique du muséum, donc c'est aussi à peu près dans les années 1830, et on voit que ici,
donc cette pièce-là, dans cette pièce qui est prise en photo, il y a toujours les collections de champignons. Malheureusement, les armoires historiques en bois ont disparu, ont été remplacées, on va dire à la fin du XXe siècle, par des mobiliers contemporains à l'époque, qui contiennent toujours ces champignons et qui étaient exposés au public. Peut-être vous avez connu dans les années 90, tout du moins, par exemple. Et puis ici, on voit au mur, était indiqué collection mycologique, dont de Jean-Baptiste Barla. Voilà. Donc c'est les collections que Barla avait constituées au cours de sa vie dans le musée. Et ce n'était pas sa propre collection. Il avait quelques champignons à lui, mais le gros de cette collection, elle était déjà... Elle a été constituée pour le muséum par Barla. Cette collection de champignons, c'est quoi? Ce sont des champignons qui sont des moulages. Donc majoritairement, la grande majorité sont des moulages en plâtre. Et donc là, ici, on voit un tirage d'un moulage en plâtre. C'est un des rares qui n'est pas coloré. Donc c'est des tirages en plâtre qui se font à partir de moules. Donc on appelle ça des moules à bon creux, si vous voulez avoir les côtés techniques. Et donc c'est des pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc on prend le champignon, on fait une base en plâtre, on fait des petits tenons, là, des petits trous, et puis on coule du plâtre par-dessus le champignon et on fait des pièces comme ça qu'on graisse les unes autour des autres. Et donc le moule, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui avec du silicone, on va déformer, on va tirer le champignon à l'intérieur, et bien ce sont des moules qui sont en pièces. Voilà, on appelle ça des moules à pièces ou des moules à bon creux. Et donc un assemblage de ces pièces fait qu'après, une fois que le plâtre est durci, on ouvre le moule, on enlève le champignon, on peut le jeter, on peut en faire ce qu'on veut, et puis on referme le moule et on recoule du plâtre après l'avoir savonné ou passé de la cire à l'intérieur. On recoule du plâtre et donc on peut faire un tirage. Donc avec ce tirage, on a un tirage du coup qui est blanc, qui n'est pas coloré. Et donc ce tirage ensuite, il faut le peindre. Et donc il y a un certain nombre d'étapes pour faire ces tirages. Et donc là, vous voyez les types de représentations qu'on peut avoir au niveau des moulages qu'on doit à l'équipe de Barla. Donc les principaux sont ceux que vous connaissez peut-être et que vous avez déjà vus. Donc certains exemplaires sont présents actuellement dans la salle d'exposition, comme c'est le cas pour celui-ci. Donc nous on appelle ça entre nous les socles historiques. Donc c'est des montages sur socle. Donc plusieurs individus de la même espèce sont groupés ensemble sur un socle avec une étiquette qui porte des informations d'origine du champignon, et puis voilà, et puis souvent il y a une petite gommette qui a été rajoutée au XXe siècle pour dire si le champignon est vénéneux, et donc souvent il y a une inscription qui est écrite aussi comme ça à la plume. Et donc on a des choses qui sont un peu plus confidentielles, que vous connaissez peut-être moins, c'est des moulages en haut relief ou bas relief, ça dépend comment vous voyez les choses. Mais donc c'est des champignons qui sont sur une plaque au fond, c'est juste, voilà, ça dépasse. Et donc tout ça, on ne le voit pas trop sur la photo, mais c'est dans une boîte qui est souvent une boîte en verre, et donc rangée. Donc ça, Barla a fait voyager certains de ces spécimens, notamment en Russie ou ailleurs, pour les exposer dans des expositions, etc. Et donc il faisait ces présentations-là. Et donc là, je vous ai mis plein d'exemples concernant la manite du mouche. Et donc celle-là, c'est le socle. Et puis là, vous avez un autre socle. Donc ça, c'est très grand, hein, ça fait une cinquantaine de centimètres de long. Et donc vous voyez plein d'individus différents, de tailles différentes, des coupes, etc. Et puis on conserve aussi 1200 voilà, petits champignons à l'unité qu'on conserve comme ça, qui n'ont pas été montés sur des socles et donc conserve. Donc vous voyez, on a quasiment 700 socles comme ça, 1000 comme ça, une soixantaine de moulages comme ça, puis il y en a encore d'autres sous d'autres présentations. Et donc on a plus de 3000 champignons qui sont comme ça, qui représentent des espèces locales. Et donc là, je vous ai mis un petit medley de quelques espèces sympas que j'aime beaucoup, qui ont des belles formes, des belles couleurs, etc. Donc c'est des espèces locales. Donc on retrouve toujours l'étiquette avec les informations, si c'est comestible, pas comestible, si c'est pas très bon à manger, c'est bleu. Voilà. Nous, on a souvent rajouté un petit numéro d'inventaire. En plus, on a un numéro historique avec des cahiers d'inventaire qu'on aime décrypter ça. Donc Laetitia s'est fait un plaisir de travailler à décrypter les vieux catalogues, les vieux grimoires pour aller trouver des informations complémentaires. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, les moules à bon creux, là, en fait, on a les moulages et puis on a les moules à bon creux qui sont dans le grenier du musée. Donc on a 3000 moules qui dorment dans le grenier du musée qui peuvent éventuellement servir à refaire des tirages. D'ailleurs, ça a déjà été fait puisque le Muséum de Toulouse nous avait emprunté quelques moules pour faire des tirages. Voilà. Et je vous ai mis aussi ici, alors
On a parlé des moulages, mais je vous ai dit qu'on sortait des moulages en noir et blanc, pas en noir et blanc, mais blanc, et ils sont pas colorés. Et donc pour qu'ils ressemblent à ce qu'on voit, eh bien, il y a un peintre qui va venir derrière recolorer ce moulage blanc avec une peinture. Sauf que il faut se souvenir de la couleur du champignon, parce que quand on le sort du moule, ce champignon va être plein de plâtre, etc., va peut-être avoir changé de couleur. Et donc avant de faire le moulage, en fait, beaucoup de ces champignons ont bénéficié d'une aquarelle. Et donc c'était principalement Vincent Fossat, dont je vais parler juste après, mais aussi Barla. Donc ici, avec cette aquarelle, c'est une aquarelle, donc on les reconnaît souvent parce qu'elles ont été faites sur un papier avec une petite impression de cadre comme ça. Et donc c'est des aquarelles que Barla a dessiné, a peint lui-même. Au début, il faisait ça lui-même, et puis après il s'est adjoint un peintre, Vincent Fossat, pour l'aider. Et donc là, j'ai fait un petit calcul avec notre base de données d'inventaire, comme les champignons sont très bien inventoriés, et notamment les aquarelles. Eh bien, j'ai pu extraire les dates et voir combien d'aquarelles avaient été faits par date. Donc vous voyez, au début, c'est assez modeste, moins d'une cinquantaine les premières années, et puis ça monte jusqu'à plus de 350 aquarelles dans l'année, dans les années 1880. Donc sur tout le 19e siècle, Barla, avec son peintre principalement Vincent Fossat, ils ont fait une quantité assez impressionnante d'aquarelles de plantes, de champignons et de poissons. Donc les plantes et les champignons sont majoritaires, et donc on a des milliers de ces magnifiques aquarelles. Donc celle de Barla, et puis ici, voilà Vincent Fossat. Donc c'est la seule représentation historique de Vincent Fossat, c'est un médaillon en bas-relief où on voit Vincent Fossat avec sa belle moustache et sa barbe. Et donc vous voyez, le style est un peu différent, on reconnaît, quand on a l'habitude, on reconnaît les dessins. Et puis, alors je ne sais pas si sur celui-là c'est noté, mais souvent ici il y a la signature de Fossat, il y a marqué Mode des Fossat, ça veut dire que c'est Fossat qui l'a réalisé, mais en tout cas, quand on a l'œil et qu'on a l'aquarelle en main, on reconnaît bien son style qui se différencie de celui de Barla. Et puis je voulais vous présenter aussi ce spécimen que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est un des spécimens que j'ai choisi et que vous pouvez les voir en vrai dans la salle du muséum. C'est Amanita lepiotoides. Donc vous voyez ici, on retrouve un socle avec tout un ensemble de champignons qui sont présents. Et puis je vous ai mis à côté l'aquarelle. Ici, vous voyez ce champignon-là. En fait, c'est celui-là qui est tourné dans l'autre sens. Et puis celui-là, cette coupe-là, vous la retrouvez ici, elle est là. Donc le champignon, il a bénéficié, on l'a cueilli, on a fait l'aquarelle. On pourrait dire une note de couleur, c'est le terme consacré en fait. On prend une photo, aujourd'hui on ferait une photo, mais à l'époque on faisait une note de couleur, et puis on fait le tirage, et ensuite on colore ça avec de la peinture. Donc vraiment, il y a des descriptions, et quand on voit... alors il y a eu un petit traitement sur les socles qui fait que c'est moins fin, c'est moins intéressant, mais sur les moulages qui ne sont pas montés, là on voit le travail du peintre vraiment très intéressant, particulier. Et donc je voulais vous montrer spécifiquement cette aquarelle et ce spécimen de l'espèce Amanita lepiotoides, parce que vous voyez qu'ici, Amanita lepiotoides, donc c'est le nom scientifique, qui est suivi du terme Barla, qui veut dire que c'est Barla qui a décrit cette espèce. Et le fait intéressant, c'est que quand on regarde sur son étiquette, on voit que c'est des champignons qui ont été collectés entre le 27 mai et le 16 juin 1882. On a aussi en 1881. Et la localité de collecte, c'est le mont Daour. Et en fait, si on cherche cette localité, on a un peu de mal. Il y a des endroits qui portent ce nom-là, etc. Mais c'est pas sûr, et c'est même certain que ce n'est pas des choses qui viennent des localités qui portent le nom mont Daour. En fait, cette espèce-là, c'est une espèce qui est particulière et qui vit sur du grès, et particulièrement vers Berre-les-Alpes. Sur Berre-les-Alpes, c'est une commune sur laquelle il y a du grès, le grès d'Anote. Voilà. Et en fait, localement, dans les Alpes-Maritimes, cette espèce n'est connue que de là. Et en fait, mont Daour, c'est un nom qui est fictif, en fait. Il faut savoir que Barla, ces champignons, il les préparait à partir de spécimens que ce n'est pas lui qui allait les collecter. Il payait des gens pour aller lui collecter des champignons, lui amener des champignons. Alors certains, il les achetait au marché, et d'autres, il payait des gens
pour aller lui chercher de champignons. Et donc il y avait certaines personnes, et un certain Giacobini, qui habitait Berre-les-Alpes, qui lui a dit ben oui, moi je collecte mes champignons à un endroit très très loin, et en fait ils étaient payés au forfait, et plus c'était loin, plus ils étaient payés cher. Et ce fameux collecteur était assez malin, il lui a dit que c'était très très loin, et voilà. Et en fait, si on est aussi, on va jusqu'au bout de l'idée, je ne sais pas s'il était si fin que ça ou s'il avait cette idée, mais en fait, si on regarde Mondaour, si on décompose, en Issart, il y a une évocation de Mont d'Or. En fait, c'est peut-être la poule aux œufs d'or ou le Mont d'Or, mais en fait, il avait trouvé une petite astuce pour gagner un peu d'argent plus facilement en rapportant des champignons de cet endroit. Et bon, il faut donc savoir que cette espèce a été décrite d'un lieu fictif. Donc scientifiquement, il faut en être conscient. Voilà, et donc pour vous dire que ces champignons sont étudiés, à côté des moulages, on a aussi d'autres collections de champignons, et ici des moulages, pas des moulages, ce sont des vrais champignons, des champignons séchés, donc on appelle ça des exicata, c'est le mot scientifique pour dire herbier, et donc ce sont ces exicata, on en a près de 10 000 que l'on doit à la collection de Barla. Donc en plus de ces champignons en moulage, il avait aussi des collections scientifiques, et donc ici on voit aussi, hein, vous voyez, ça a été collecté sur la localité qui s'appelle Grand-Bois, à Draps, en 1891. On voit aussi qu'il y a la mention Mode des Fossa, donc cet exicata, cet herbier-là, il a son pendant sous forme d'aquarelle aussi. Et donc, je vous ai mis en image celui-là, parce que c'est un champignon qui a été étudié dans une étude toute récente de 2019 par des chercheurs qui ont étudié plein de choses sur la taxonomie de la famille des Rusulacées, et donc ce spécimen posait un peu question, et donc il a été consulté, et puis on voit que même dans les années 2000, quelqu'un a regardé ce qu'il en était d'un point de vue microscopique des champignons conservés en herbier de l'espèce Amanita lepiotoides, et donc ils ont pu extraire des spores et regarder ces spores, donc ces champignons, les spores sont assez intéressantes. Une fois que Barla a fait les champignons, il s'est aussi intéressé aux poissons. Et donc ici, on parle souvent des aquarelles de Vincent Fossat. Et en fait, il faut savoir que Barla a aussi peint des champignons. Et donc là, alors là, on le voit, oui, voilà, c'est pas très visible sur la diapositive, mais ici, faites-moi confiance, il y a marqué modèle dessiné par Barla. Et donc, quand on a l'aquarelle en main, on voit aussi que c'est un style différent de Fossat. C'est un peu plus gouaché comme travail, mais il avait un très bon coup de pinceau. Mais il a fait qu'une partie des aquarelles de poissons qu'on conserve au muséum. Et donc là, je vous ai mis une autre aquarelle qui, elle, a été dessinée par Fossat. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a une légère différence. Et il y a une différence aussi sur l'orientation du poisson, puisque Barla a dû faire des poissons comme ça pour commencer, j'imagine. Et en fait, après, Fossat les a fait de manière un peu plus standardisée. Et en général, il y a quelques rares exceptions, mais les poissons ont toujours la bouche à gauche de la page. Et donc, je vous ai remis Fossat pour mémoire. Donc ça, c'est un crénilabre pan, hein, une espèce méditerranéenne. Et puis, voilà, on a des milliers d'aquarelles, hein, de plantes, de champignons, et des centaines d'aquarelles de poissons, donc, qui sont souvent dans un format standard. Donc il faut vous imaginer des documents originaux, grosso modo de la taille d'une feuille A3, mais pas que. Donc là, quelques animaux intéressants, avec la baudroie notamment, et puis et voilà, on parlait des trigles là, ici, donc des choses intéressantes, mais on a aussi des aquarelles de plus grand format. Donc là, je ne vous ai pas mis la plus grande, mais ici, celle-là, c'est quasiment la plus grande. Celle-là, elle fait 1,40 m de long, quasiment. Donc vous imaginez, c'est du document très très grand, tout fait à l'aquarelle. Et voilà, il faut dire que Vincent Fossat avait vraiment un bon coup de pinceau. Il allait, a priori, ce qui est dit, c'est qu'il allait sur la plage, quand les pêcheurs sortaient leur filet ou ils revenaient avec leur bateau, et il allait récupérer, voir les poissons quand ils étaient encore frais avec leur couleur d'origine. Et donc certaines choses assez intéressantes. Donc des choses qu'on ne voit pas fréquemment, hein. Donc ils avaient l'œil à l'époque, et les pêcheurs sortaient des choses assez intéressantes. Et je vous ai mis aussi deux choses que je trouve intéressantes. Donc la première, c'est ici
La girelle pan, donc c'est un poisson, si vous faites du snorkeling, comme on dit aujourd'hui, hein, si vous vous plongez avec un masque et pour aller regarder les poissons, il y a plein de choses intéressantes. Et donc c'est un poisson que vous pouvez voir, qui n'est pas si commun que ça, mais qu'on voit de temps en temps. Et il est souvent mis en avant pour dire que la Méditerranée se réchauffe, etc. Donc c'est vrai que les populations de cette girelle sont de plus en plus nombreuses. C'est un poisson qui, le gros de ses populations vivent dans le sud de la Méditerranée. Sur le nord, c'est anecdotique, mais il est de plus en plus fréquent. Mais il était déjà bien présent au XIXe siècle, parce que vous voyez, cette aquarelle, elle date de 1878, et donc ce poisson était déjà présent sur les côtes niçoises au XIXe siècle. Et puis le deuxième, c'est un tout petit poisson, là, donc il ressemble à rien. Vous voyez, il est perdu au milieu de sa grande feuille, hein, donc vous imaginez, c'est un format A3 avec ce tout petit poisson. Effectivement, ce poisson, tous les poissons sont presque toujours représenté de taille réelle. Et donc ce poisson, il est particulier. Donc là, vous voyez ici, c'est marqué gobou. Donc c'est le nom niçois, mais c'est une erreur de nom niçois. C'est pas le vrai nom niçois. Le vrai nom niçois, c'est nona, en fait. Et donc c'est un gobi particulier qui vit en pleine eau. Donc il se rapproche un peu du fond, mais pas autant que les autres gobis qu'on connaît. Et celui-ci, il a la particularité de pouvoir être mangé d'une manière intéressante. Hier matin, on va avec l'équipe se chercher à manger comme on fait souvent dans Nice, et puis je passe place Saint-François et je vois une petite cagette qui contient, on appelle ça de la poutine dorée ou des nonas, et donc c'est ce petit gobi là qui est pêché et qui peut être consommé. Donc à ne pas confondre avec la poutine un peu classique, qui sont des alevins d'anchois ou de sardines. Et donc là, c'est un petit gobi, et donc ça, ce sont des adultes. Donc là, voilà, du coup, je suis retourné ce matin, et j'en ai acheté un petit peu, et j'en ai remis en collection. Pour tout vous dire, j'ai regardé, on en a du 19e, on en a de 1902, et puis aujourd'hui, on en a de 2023. Donc j'ai bien vérifié que c'était bien la bonne espèce, parce que il y a quelques espèces qui peuvent ressembler, et en fait, il faut regarder sur la première nageoire dorsale. Ici, il y a bien 5 rayons, et donc c'est bien Aphia minuta, une espèce, vous voyez, qui a été décrite par Risso en 1810. La boucle est bouclée. Je vous ai mis aussi, alors un peu moins, vous avez sur le programme le dépliant du cycle de conférences un ange de mer, hein, sous la présentation d'aujourd'hui, et puis là je vous ai mis de jeunes anges de mer avec encore le sac vitellin, donc une aquarelle, et puis aussi un esturgeon qui, alors malheureusement sur cette aquarelle on n'a pas la provenance, mais en tout cas en collection on a des esturgeons qui viennent de Méditerranée, et aujourd'hui l'esturgeon méditerranéen est réputé disparu. Donc il en existe encore côté Atlantique, mais les esturgeons de Méditerranée a priori n'existent plus. Donc ces documents et les objets qui sont associés à ces documents-là sont des traces assez précieuses il y a déjà un chercheur qui est venu consulter et faire des prélèvements génétiques pour étudier ces spécimens anciens qu'on ne peut plus aujourd'hui, on ne peut plus prélever dans la nature pour savoir quelles étaient les particularités génétiques des esturgeons méditerranéens. Voilà. Et alors je vous ai mis aussi l'extrait d'une page, donc Internet. Donc ça c'est le site du GBIF. Pour tout dire, c'est une base de données internationale où les naturalistes, les scientifiques, les amateurs peuvent... toutes les bases de données qui concernent les données naturalistes sont centralisées sur cette base de données. Et nous, on a une page qui contient uniquement, donc vous voyez ici, on a 2332 plantes et 399 animaux. Et donc ça représente simplement les aquarelles de plantes, de champignons, de plantes et de poissons. Et donc vous voyez ici, bon, il y a une petite galerie, là on voit que les plantes, mais il y a aussi les poissons. Et donc ça, 295, donc depuis 2012 on a versé ces spécimens-là, et puis depuis 2012 les chercheurs ont utilisé 295 fois les données. Donc elles apparaissent, les aquarelles de Vérani, de Barla et de Fossa apparaissent dans 295 publications scientifiques. Donc ces objets historiques, scientifiques, ont vraiment un usage scientifique. Aujourd'hui, avec des recherches actuelles, vous voyez, en 2023, il y a plus de 50 citations déjà sur ces documents. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas simplement des beaux objets, des objets patrimoniaux, c'est aussi des objets qui servent à la science. Et donc, pour poursuivre avec les poissons,
Je vous ai remis ici une aquarelle de ce pagre, qui est vraiment jolie et qu'on peut associer à quelque chose qui est assez unique au monde, on va le voir, ce sont les herbiers de poissons. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais au Muséum de Nice, on conserve des herbiers de poissons. Donc vous voyez, là, ce poisson-là, c'est exactement celui-là. Et on en a la preuve, puisque ici, sur l'indication de cet herbier, il y a marqué mode des fossa. Donc ce poisson-là a été, avant d'être préparé et naturalisé sous forme d'herbier, peint par Fossa pour avoir une note de couleur de ce à quoi le poisson ressemblait. Ce qui fait que le poisson, il est coupé dans le sens de l'épaisseur, on assèche, on gratte les chairs, et après, a priori, sur les herbiers de Nice, il y a une petite couche de plâtre pour donner une légère forme, et après, c'est apposé sur un papier. Et donc, on a ce poisson, sauf que c'est comme les champignons, on a un poisson qui va se sécher, qui va perdre ses vraies couleurs. Et donc, la particularité des herbiers de Nice, c'est que, vous voyez, ils ont été repeints, et donc on a fait un faux œil aussi avec un papier, et on a donné la couleur et tout ça. Voilà, ça c'est probablement Vincent Fossa qui faisait cette technique d'exicata de poisson, donc des herbiers de poisson. Donc je vous en ai mis un autre, toujours avec la même chose. On voit ici mode des fossa, et puis quand on recherche dans nos collections d'aquarelles, on voit le poisson qui a à peu près la même position, et on le retrouve. Voilà. Donc ça c'est un anthias, c'est un poisson qui vit en profondeur que vous avez probablement du mal, sauf si vous plongez de manière assez profonde, voir ces beaux poissons. C'est un poisson méditerranéen qui vit à profondeur. Mais est-ce que c'est commun les exicata de poissons dans le monde? En fait, il faut savoir que les exicata de poissons ont été créés par Commerson et puis Gronovius, sont des gens qui ont travaillé plus ou moins au Muséum national. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc ici, un herbier de la collection Forscal. Ici, l'herbier de Linné, donc un nombre commun de la collection Linné. Ici, un herbier d'un certain Monsieur Cuge, donc on connaît très peu de choses qui est conservé à Montauban. Et puis ici, Commerson, donc quelqu'un qui est parti en expédition avec Bougainville, qui a décrit ici, vous voyez, c'est un type, donc c'est une espèce, c'est un spécimen qui a servi à décrire une espèce de baliste. Et puis ici, quelques herbiers des types de la collection Risso. Donc la collection Risso est en fait conservée au Muséum national. Donc j'ai un peu cherché, donc au Muséum de Nice, ça j'ai pas eu besoin de chercher longtemps, je sais qu'on a 1000 spécimens qui sont tous repeints, qu'on doit à Bar-la-Fossa, et partout ailleurs, vous voyez, il y a relativement peu, 99, 195, 22, il n'y a que à Paris où ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup, ça c'est dans une publication, j'ai trouvé qu'il y en a 2000, mais je n'ai pas la preuve, en tout cas je sais qu'il y en a 513 qui sont inventoriés. Et par contre, je dirais que parmi les 2000 ou les 513, le terme herbier est un peu trop... C'est pas le bon terme, parce que en fait, ce sont des poissons séchés qui ne sont pas comme un herbier apposé sur du papier, etc. Ils sont un peu en 3D, quoi. C'est un peu des poissons naturalisés, ce n'est pas vraiment des herbiers. Bon. Voilà, c'est un peu l'anecdote, c'est pas que je veux dire qu'à Nice on est mieux qu'ailleurs, mais voilà, en tout cas, on est les seuls à avoir des herbiers rehaussés à la couleur, un ensemble de poissons assez cohérents de Méditerranée, voilà, qui sont des objets peut-être qui ont une valeur un peu moins scientifique qu'ailleurs, mais voilà, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est très commun finalement. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ça, mais je voulais aussi vous parler de 2-3 autres choses qui sont moins fréquentes, moins connues par rapport à Nice. Et donc je vais commencer par les reptiles et les amphibiens au Muséum de Nice. Donc il faut savoir que le muséum conserve plein de choses, et donc dans les collections sont rentrées plein de choses. Et puis on va dire que le gros des choses qui sont rentrées, des objets historiques qui sont rentrés, c'est au 19e, et notamment Vérani, qui a travaillé sur les animaux, et donc en constituant ses collections d'oiseaux, etc., il a aussi collecté des reptiles et des amphibiens, et on sait qu'il travaillait, il connaissait bien la faune et la flore locale, surtout la faune locale, parce qu'il a fait notamment une petite publication, donc là c'est un document
qui nous a été donné tout récemment, quelqu'un qui gardait ça dans sa famille et qui nous a donné ce document original de 1862. Donc c'est juste la première de couverture qui a été écrite à la main. Donc c'est assez intéressant parce que cette écriture-là, on la connaît assez bien. Elle est représentée sur plein d'étiquettes au musée. Et puis celle-là aussi, c'est probablement l'écriture d'un des conservateurs du muséum dont je vais vous parler un peu plus loin et dont je connais un peu l'écriture sur la collection. Et donc ce document-là, sur la zoologie des Alpes-Maritimes, qui a été écrit juste après l'annexion de Nice, en 1862, retrace un petit peu tous les animaux qui vivaient, et parmi eux, certains reptiles. Mais au muséum, il n'y a pas que Vérani qui a travaillé sur les reptiles, il y a aussi 2 autres personnes qui ont dirigé l'établissement. Le commandant Eugène Casio, vous voyez, qui est donc un militaire de carrière, qui a épousé une niçoise, donc il a fini sa vie à Nice. Et donc, quelques années après la mort de Barla, jusqu'à sa mort, il a dirigé l'établissement en 1831, donc au début du XXe siècle. Et donc, Eugène Casio a fait plein de choses au muséum et il a travaillé notamment sur les reptiles. Il s'intéressait aussi, il allait sur le terrain, regarder ce qui s'y passait. Il était intéressé par d'autres choses dont je vais vous parler un peu plus loin. Mais il a écrit notamment un petit compte-rendu qui a été publié dans le compte-rendu de l'Association française pour l'avancement des sciences sur les batraciens et les reptiles du département des Alpes-Maritimes. Et dans cette revue, il y a plein d'informations intéressantes qui ont d'ailleurs été reprises et revues par Pierre Bec de Vernet. Donc Pierre Bec a travaillé aussi au muséum, il a fait plein de choses. Il était aussi enseignant au lycée Masséna et une partie de sa carrière, il a été aussi directeur de l'établissement et il a connu certaines personnes qui sont dans cette salle-là. Et il a publié, il a travaillé visiblement de manière assez ardue sur les reptiles et les amphibiens et il a enrichi les collections du musée avec ses travaux. Donc ces reptiles et les amphibiens, ils sont conservés comment au muséum? Donc il y en a un petit peu qui sont naturalisés, qui sont empaillés comme on dit, mais il y en a la majorité qui est conservée dans des bocaux. Et donc vous voyez là, ça c'est la salle des bocaux. C'est la salle des bocaux ici, et vous voyez sur ces 2 rayonnages là, on a 538 spécimens qui ont été inventoriés récemment et qui sont conservés dans ces bocaux avec des spécimens historiques plus ou moins récents qui ont chacun leur histoire. Et il y en a certains qui peuvent être intéressants, notamment certains spécimens de crapauds. Vous voyez, alors je ne vous ai pas mis les photos des bocaux parce que on ne voit pas très bien l'animal avec les étiquettes, etc. C'est pas très lisible. Je voulais préférer vous mettre des animaux vivants en photo. Et donc le crapaud vert, le crapaud calamite, et puis les tritons. Là, je vous ai mis un triton alpestre. Et donc, en fait, ces spécimens-là, on les a en collection qui viennent des Alpes-Maritimes, sauf que ces spécimens-là, aujourd'hui, ils n'existent plus dans les Alpes-Maritimes. Donc, le crapaud vert, c'est bizarre. On ne comprend pas, les naturalistes actuels ne comprennent pas pourquoi il y a des crapauds verts qui sont étiquetés muséum, mais bon, visiblement, il y en avait au début du XXe siècle. Le crapaud calamite aussi, c'est bizarre, on est en dehors des aires de répartition, donc bien que le crapaud vert, il y en ait en Corse, mais bon, voilà, visiblement, il y avait des populations des Alpes-Maritimes. Par contre, beaucoup plus intéressant, le triton, ça, clairement, il était présent jusqu'au début du XXe siècle, avec des descriptions assez claires, mais c'est la disparition des milieux, dégradation des habitats. En fait, il y avait des zones cultivées avec des petits canaux, des choses comme ça, qui pouvaient contenir des tritons, et même des lacs d'altitude. Donc malheureusement, l'empoisonnement avec des truites, a priori, a scellé le sort des populations de tritons dans les lacs du Mercantour. Donc c'est des espèces qui ont disparu du département, mais qui sont encore présentes en France. En tout cas, on a des spécimens qui datent du 19e qui attestent que ces espèces étaient présentes dans le département. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est ces 3 bocaux là, qui contiennent un certain nombre de spécimens. Donc vous voyez, il y a 4 spécimens. Donc quand on regarde, donc l'étiquette, il y a marqué Pellias berus. Aujourd'hui, on appelle ça Vipera berus dans son nom scientifique. C'est une espèce décrite par Linné. La vipère péliade, là je vous ai mis l'aire de répartition de la vipère péliade à travers l'Europe. Bon, vous voyez, dans les Alpes-Maritimes, il n'y en a pas. Et pourtant, on a ici Pellias berus, Montchéron,
Donc une espèce qui a été collectée au Chéron, ici, Alpes-Maritimes, je me rappelle plus trop de la date, mais bon, enfin voilà, c'est 1900, on dirait, ouais, 1901. Donc voilà, ces choses-là étaient définies. Donc les vipères se déterminent très bien avec les écailles de la tête, etc. Et donc il y a des experts qui ont confirmé, tout le monde s'est cassé la tête sur ça, de dire mais non, est-ce que c'est vrai? Et on a été vérifié, on a été regardé, etc. C'est bien une vipère péliade. Sauf que, il y a quelques années, en 2016, il y a une nouvelle espèce qui a été décrite du Piémont, ici, la vipère de Valser. Et donc, au départ, on pensait que ces populations qui étaient là étaient de la vipère péliade. Et en fait, ici, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite population qui avait des particularités génétiques. Donc, on a été voir par la génétique. Voilà. Donc, on sait que pas très loin dans le Piémont, il y a une espèce qui nouvellement a été décrite. Et on a des collections qui contiennent des vipères qui étaient relativement proches du Piémont, quoi. Et donc, est-ce qu'ici, on n'a pas une vipère de Valser, voire même une espèce nouvelle qui n'a jamais été décrite, qui était confondue avec l'autre? Donc la possibilité, c'est ce qu'on envisage de faire dans l'avenir, c'est d'essayer d'aller chercher un peu de tissu, de muscles de ces animaux-là, faire des prélèvements et regarder d'un point de vue génétique ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Peut-être une espèce nouvelle pour la science, peut-être simplement une vipère péliade. Voilà. Et ça aussi nous encourage les naturalistes à aller rechercher cette espèce. Donc les dernières mentions assez douteuses datent des années 80, douteuses mais plausibles. Donc dans le Mercantour, cette espèce est encore à rechercher. Donc voilà, c'est intéressant pour les recherches actuelles, des spécimens anciens qui sont intéressants pour les recherches actuelles. Je bascule sur un autre sujet, qui sont les mollusques. Donc les mollusques, les escargots, les limaces, les céphalopodes, etc. Mais si on reste concentré un petit peu sur les escargots, là je vous montre quelques images de la collection Risso qui est conservée au Muséum national. Donc je suis monté assez récemment au Muséum national et puis j'ai demandé aux collègues que je connais bien qui s'occupent des collections de mollusques de voir s'il y avait des collections niçoises et on a été voir les collections Risso qui sont à côté de collections d'autres naturalistes assez célèbres. Et donc, vous voyez, il y a des tiroirs entiers. Et puis, ils ont eu la petite bonne idée de mettre sur les étiquettes des tiroirs le petit portrait d'Antoine Risso qui est conservé au musée Masséna. Lui, l'original est conservé au musée Masséna, mais eux, ils ont collé ça sur les étiquettes, sur les tiroirs. Et puis, donc, vous voyez, dans ce tiroir, il y a marqué les types de la collection. Et ça nous indique qu'ils sont conservés ailleurs dans le muséum, dans un endroit encore plus sécurisé. Donc les types, ça veut dire que ce sont des spécimens qui ont servi à décrire les espèces. Donc Risso, comme on en a parlé tout au long de ses conférences, il a écrit un certain nombre d'ouvrages dans lesquels il a décrit des espèces. Et je vous en ai mis quelques-unes, dont ici, voilà. Donc ici, c'est une photo du coquillage qui est conservé au Muséum national, qu'on appelle le syntype. Donc bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en gros, c'est une coquille qui a servi à décrire l'espèce. Donc vous voyez ici, extrait du livre de Risso, la description en latin, comme ça se faisait à l'époque, de l'espèce, avec l'image qui est tirée aussi de son ouvrage, donc ça c'est une lithographie, et puis ici la coquille qui était dans la collection Risso et qui a fini au Muséum à Paris. Donc c'est Ferrucacea, donc c'est une espèce dont le genre a été dédié à Ferrusac, qui était aussi un malacologue connu, Carnea. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette espèce, elle a été décrite par Risso à Nice, mais sur une espèce qui ne vit pas à Nice, en fait. Très probablement, à l'époque de Risso, cette espèce a pu se maintenir dans les environs du port parce qu'elle était ramenée en même temps que les grains qui étaient importés d'Afrique du Nord. Et donc cette espèce qui vient d'Afrique du Nord, qui vit en Afrique du Nord, qui d'ailleurs en français porte le nom de brillante du Maghreb, elle a été décrite à Nice comme ça parce que Risso était un fin observateur et qu'il avait trouvé cette coquille qui était différente des autres. Et d'ailleurs, en fait, quelques temps plus tard, on voit ici Eugène Casio qui a travaillé sur les mollusques, qui dans son étude de 1910 a bien précisé que Risso dit l'avoir reçu des environs de Nice. Bourguignat prétend qu'elle a dû être apportée accidentellement de Tunisie avec les céréales africaines qui étaient à cette époque débarquées sur le port de Nice et criblées avant d'être livrés à ceux qui voulaient les acheter. Donc en fait, on triait ces choses-là. Donc il y avait les grains, et puis les escargots, ils étaient mis certainement dans le bas-côté, et il y avait certainement des escargots vivants qui ont pu se maintenir ponctuellement. Donc voilà, et ne pas oublier que malgré que Risso le fait que Risso soit un naturaliste niçois, ses collections sont conservées au Muséum national. Une autre petite espèce assez intéressante,
c'est l'hélice édule, son nom français, Canthareus apertus, son nom scientifique. Vous voyez, c'est une espèce qui a été décrite par Born en 1778. Bon là, c'est un naturaliste qu'on ne connaît pas, avec un nom comme ça, il n'est probablement pas niçois. Quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est assez bizarre. Ici, Canthareus, c'est le nom de genre de l'espèce. Et donc, vous voyez, c'est à Risso qu'on doit, parce qu'en fait, Born, vous voyez, la subtilité vous a été décrite la semaine dernière par Jean-Michel Lemaire au niveau de la conférence sur les insectes. Et donc, vous voyez, il y a des Born est entre parenthèses. Ça signifie que si vous allez regarder dans le livre de Born, vous n'allez pas trouver l'espèce Apertus sous le nom de genre Canthareus. Vous allez le trouver sous le nom de Helix. Et en fait, Risso a dit non, ça, c'est pas un hélix, il est tellement particulier que je vais l'appeler autrement. Et puis il a choisi comme nom Canthareus, puisque c'est Canthare, ou c'est le nom en niçois de l'escargot. Donc voilà. Et en fait, si on va un peu plus loin, derrière, Vérani parle de cette espèce. Dit que c'est une espèce qui était une friandise des Niçois et qui allait les chercher cloisonnés quand elle a son opercule. D'ailleurs, vous pouvez en voir souvent en Italie, ça se trouve aussi. Moi, j'en ai vu en Sicile, sur les marchés de Sicile, où vous trouvez cet escargot qui est vendu comme ça avec l'opercule, et donc qui est encore consommé. Et donc, il disait les lapins et les cantarets sont des plats que l'on est sûr de trouver de tout temps dans les cabarets et guinguettes de la campagne. Donc à l'époque de Vérani, c'est ça, donc quelques années après Risso, et puis encore quelques années après, Casio a travaillé là-dessus, il a fait une publication sur le chant des mollusques. Donc si vous ne savez pas, il y a des choses à lire sur les escargots qui chantent, et en tout cas, c'est intéressant puisque dans cet article qui fait quand même plusieurs pages, il parle des Canthareu de Risso, et qui veut dire qui chante. Puisqu'effectivement, moi je m'intéresse aux mollusques, donc j'ai pu capturer ces animaux-là pour les étudier, et quand on les a dans les mains, sous certaines conditions, des fois, ils font un petit sifflement. Voilà, ils font un petit sifflement, donc on dit qu'ils chantent, mais sinon ça fait un petit bruit. C'est vraiment, on voit que les naturalistes étaient de fins observateurs et qu'ils notaient toutes ces informations. Donc pour en revenir au commandant Eugène Casio, il a écrit un ouvrage assez majeur, assez important, qui est vraiment très épais. C'est un ouvrage de 559 pages, donc c'est assez important, et qui, au début du XXe siècle, était assez moderne parce qu'il y a un certain nombre de planches qui sont des photographies. Et parmi ces individus-là, on a des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les collections, puisque dans cet ouvrage-là et certaines autres de ses publications, il a décrit de nombreuses espèces. C'était un fin observateur qui parcourait le terrain, et il a décrit de nombreuses espèces qu'on retrouve ici dans les collections. Donc je vous ai mis pour le plaisir quelques vues des collections de mollusques avec ces tiroirs qui, quand on les ouvre, contiennent des spécimens de diverses collections, pas que Casio, pas que Vérani, mais plein d'autres collections. Et dans ces collections, on trouve par exemple cet escargot-là qui est ici représenté sous trois vues différentes. Et donc cet escargot-là, il est extrait de la collection Casio. Et donc c'est un lectotype, c'est aussi un spécimen qui a servi à décrire l'espèce, qui est un lectotype du marbré des pélites. Et donc cet escargot vit sur les pélites des gorges d'Aluis et du Cian. Ici, vous voyez la répartition mondiale de cet escargot. On ne le trouve nulle part ailleurs au monde. Et donc, c'est Casio qui l'a trouvé. Donc voilà, ça c'est une photo que j'ai prise assez récemment dans une de nos missions. Et donc, vous voyez, ici, c'est exactement le même spécimen. Donc, Casio a décrit cette espèce. Donc, pour la petite histoire, le nom de genre, c'est Macularia, mais ici, le nom d'espèce, c'est Saint-Yvési. Et en fait, il a rendu hommage à un de ses amis, le commandant Saint-Yves, qui était aussi militaire et qui faisait de la botanique et qui s'est intéressé aux fétuques dans les Alpes-Maritimes et qui a fait des excursions avec Burnat et ses collègues. Donc Casio connaissait bien ses contemporains naturalistes. Et donc deux autres spécimens assez intéressants. Ici, Urticicola monierensis. Donc c'est aussi des spécimens types qui ont servi à décrire l'espèce. Donc ici on reconnaît, il y
l'étiquette originale avec la magnifique écriture de Casio qu'il faut savoir décrire. Donc ici, on voit H pour Helix, Mounir N6. Ici, c'est Casio. Là, il y a le numéro, c'est la page dans laquelle apparaît l'espèce dans son ouvrage de 1910. Et puis ici, il y a Montmounier, Casio, 1913. Voilà. Et ici, Helix Ménardi, Casio aussi. Et voilà, sommet du Mounier, 2800 mètres, Casio. Et donc, en fait, cette sous-espèce-là, aujourd'hui, il y a un collègue du Muséum national, là, celui qui m'a montré les collections de Risso, qui, dans les années 2000, a été chercher cette espèce, et aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvée. Enfin, c'est une sous-espèce aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, en regardant un petit peu ces spécimens-là, avec ces deux spécimens-là, on a aussi trouvé, dans le même sachet, un petit coquillage, avec à l'intérieur l'animal qui était séché. Et donc, ce spécimen-là a été prélevé d'un petit peu de tissu là, et est actuellement en analyse au Muséum national pour essayer de voir si génétiquement on est sûr que cette espèce qui n'a pas encore aujourd'hui été retrouvée est bien une espèce valide et ce n'est peut-être pas, voilà, on a un doute, on ne sait pas si c'est une espèce qu'on doit juger correcte ou en fait c'est simplement un individu qui était un peu bizarre que Casio a décrit comme une espèce nouvelle. Donc voilà, même ces spécimens anciens peuvent nous aider à explorer les populations locales actuelles. Donc je vais m'approcher de la fin avec aussi des escargots. Donc ici, ce sont des espèces qui sont très communes, hein, enfin pour la majorité d'entre elles dans le département. C'est les Solatopupa, en nom français on appelle ça des maillots, mais bon voilà. C'est finalement pas plus compliqué que de les appeler Solatopupa. Et donc là, vous avez plusieurs espèces différentes. Donc ici, Solatopupa similis, l'espèce la plus commune, qui vit en milieu méditerranéen. Solatopupa pallida, qui vit uniquement que dans la vallée de la Roya. Solatopupa guidoni, qui vit en Corse. Et Cyanensis des gorges du Sian. Voyez, et sur ces espèces-là, celle-là, Guidoni de Corse, c'est Casio qui l'a décrite, et donc là, c'est le spécimen qui est dans les collections du muséum. Et puis Casio a décrit plein d'autres espèces qu'on est en train d'essayer d'étudier, et donc cet été, on a eu le plaisir d'avoir deux stagiaires qui ont travaillé en partie sur ces sujets-là, dont principalement Cassandra qui a travaillé ici. Donc on était sur le terrain, on a été collecter des spécimens sur le terrain pour voir certaines choses que Casio avait vues et puis pour essayer de mieux les comprendre. Donc là, je vous ai mis quelques images des travaux de Cassandra avec des prises de vue. Donc on fait ce qu'on appelle de la morphométrie, on mesure les coquilles, etc. Et après on fait des analyses statistiques pour voir ce qu'il en est. Et puis on fait aussi de la dissection, donc on va regarder les organes génitaux des escargots pour voir s'ils ont des particularités et on arrive à différencier les espèces entre elles. Et puis ici, vous voyez Cilia, notre deuxième stagiaire de cet été, avec qui on a fait de la génétique dans le laboratoire du muséum, alors pas spécifiquement encore trop sur ces spécimens-là, mais sur d'autres choses. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à voir, à la fois dans les collections, sur le terrain, sur tout ce que vous avez vu dans ce cycle de conférences, mais malgré tout ce qu'on vous a présenté, il reste encore plein de choses. On a des tardigrades, on a encore d'autres oiseaux, des fossiles, des minéraux, des champignons plus récents, des gorgones, des mollusques, plein de choses encore. Voilà, je vous remercie pour votre attention.